Pendant 2 ans, j'ai transformé ma vie entière autour d'une seule langue. Une langue que je ne comprenais pas du tout au début. Une langue qui me semblait impossible, trop belle, trop complexe pour quelqu'un comme moi. Et aujourd'hui, je vous parle en français. Je vous raconte mon histoire en français. Et si vous continuez à regarder cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait. Écrivez dans les commentaires le pays d'où vous regardez cette vidéo. Par exemple, vous pouvez écrire « Je regarde depuis le Maroc » ou « Je regarde depuis le Canada ». Je veux vraiment savoir d'où vient ma communauté. Alors, commençons depuis le début. Depuis le tout début. J'avais 23 ans. Je vivais dans une petite ville en Russie, pas très loin d'une grande ville, mais assez loin pour me sentir isolée. Je travaillais dans un bureau. C'était un travail normal, pas très intéressant, mais stable. Chaque matin, je me levais, je prenais mon café, je regardais par la fenêtre, et je pensais que ma vie allait toujours rester comme ça. Pareil. Sans changement. Sans surprise. Mon ami de l'époque, un garçon qui habitait dans l'appartement en dessous du mien, avait commencé à apprendre l'espagnol. Il regardait des séries espagnoles, il écoutait de la musique espagnole, et un jour il m'a dit une phrase en espagnol avec un grand sourire. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Une sorte de joie. Une excitation que je ne voyais pas souvent dans notre vie quotidienne. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi. Quelle langue est-ce que je voulais apprendre, moi? Je ne savais pas vraiment. J'avais déjà un niveau correct en anglais, assez pour comprendre des films et lire des textes simples. Mais une autre langue? Je n'y avais jamais vraiment pensé sérieusement. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai fait des recherches. J'ai regardé des vidéos sur différentes langues. L'espagnol, le portugais, l'italien, le français. Et quand j'ai entendu le français pour la première fois dans une vidéo d'un professeur qui expliquait la langue, quelque chose s'est passé dans ma tête. Je ne peux pas expliquer exactement quoi. C'était comme si cette langue me parlait directement. Pas seulement aux oreilles, mais à quelque chose de plus profond. Le lendemain matin, j'avais déjà téléchargé une application pour apprendre le français. J'avais regardé 3 vidéos sur YouTube. Et j'avais écrit les premiers mots français dans mon cahier. Bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Des mots simples. Mais ils étaient à moi maintenant. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette décision allait changer absolument tout dans ma vie. Les premières semaines étaient à la fois merveilleuses et terribles. Merveilleuses parce que tout était nouveau. Chaque mot appris était une petite victoire. Je découvrais que le français avait des sons que le russe n'a pas. Le son U dans l'une où tu n'existes pas en russe. Je devais apprendre à placer ma bouche d'une façon complètement différente. Et le R français. En russe, le R vient de la langue, il est fort et clair. En français, il vient de la gorge, il est doux, presque comme un murmure. J'ai passé des heures devant mon miroir à essayer de faire ce son. C'était aussi terrible parce que je me rendais compte très rapidement que le français était beaucoup plus compliqué que je le pensais.
Il y avait les genres, bien sûr. En russe aussi nous avons les genres, alors ça c'était familier. Mais en français, il faut apprendre par cœur si un mot est masculin ou féminin. Pourquoi la table est féminin? Pourquoi le livre est masculin? Il n'y a pas toujours de logique. Il faut accepter ça et continuer. Et puis il y avait les conjugaisons. Oh, mon Dieu, les conjugaisons françaises. En russe, les conjugaisons existent aussi. Mais en français il y avait quelque chose que je ne connaissais pas, les conjugaisons qui se prononcent pareil mais qui s'écrivent différemment. Je parlais, tu parlais, il parlait, il parlait. À l'oral, c'est le même son. Mais à l'écrit, ce sont 4 formes différentes. Pourquoi? Mon cerveau russe ne comprenait pas du tout. J'ai failli abandonner après 3 semaines. Je me souviens très bien de ce soir-là. J'essayais de faire un exercice de conjugaison, et je faisais des fautes partout. J'avais l'impression que ma tête était pleine et qu'elle ne pouvait plus accepter de nouvelles informations. Je me suis dit, tu n'es pas faite pour ça. Certaines personnes peuvent apprendre des langues facilement, et toi tu n'es pas comme ça. Mais quelque chose m'a retenue. Peut-être que c'était l'orgueil. Peut-être que c'était la curiosité. Peut-être que c'était simplement le fait que j'avais dit à quelques personnes que j'apprenais le français, et que l'idée d'abandonner et de leur expliquer était encore plus difficile que de continuer. Alors j'ai continué. Le premier vrai tournant est venu environ 1 mois et demi après le début. J'écoutais une chanson française que j'avais trouvée par hasard sur Internet. Une chanson douce, un peu mélancolique, avec une très belle voix de femme. Et au milieu de la chanson, j'ai reconnu un mot. Un seul mot, mais je l'ai reconnu. Et ensuite, une phrase entière. Je n'ai pas compris tous les mots, mais j'ai compris le sens général de la phrase. Et j'ai pleuré. Vraiment. J'ai pleuré de joie, parce que c'était la première fois que la langue commençait à devenir réelle pour moi. À partir de ce moment, j'ai changé ma méthode. Avant, j'utilisais principalement l'application sur mon téléphone, qui donnait des exercices et des petits jeux. C'est bien pour les débutants complets, mais après un moment, ça ne suffit plus. J'avais besoin de contenu réel. Du français authentique, comme celui que les gens utilisent dans leur vie quotidienne. J'ai commencé à chercher des émissions audio en français. Il en existait spécialement pour les apprenants, avec une voix lente et claire. Je les écoutais le matin pendant que je préparais mon café. Je les écoutais dans le bus pour aller au travail. Je les écoutais pendant que je cuisinais le soir. Au début, je comprenais très peu. Mais j'écoutais quand même. Je me suis dit que même si mon cerveau ne comprenait pas consciemment, il enregistrait quelque chose. Il s'habituait au son, au rythme, à la musique de la langue. Et c'est vrai. Après quelques semaines d'écoute régulière, mon oreille commençait à mieux identifier les mots individuels dans le flux de la parole. Parce que c'est ça, le grand problème avec une langue étrangère à l'oral. Les mots ne sont pas séparés comme dans un livre. Les gens parlent vite, ils connectent les mots ensemble, ils avalent des syllabes. En français, il y a même un phénomène spécial qui s'appelle la liaison,
où le son à la fin d'un mot se relie au début du mot suivant. Les amis se prononce les amis. Vous avez se prononce vous avez. Pour mon oreille russe, c'était presque comme une autre langue à l'intérieur de la langue. Mon deuxième grand changement de méthode, c'était de trouver un correspondant. Je cherchais une personne qui parlait français comme langue maternelle et qui voulait apprendre le russe, pour que nous puissions nous aider mutuellement. Il existe des sites et des applications pour ça. J'en ai trouvé un, et j'ai créé un profil. J'ai attendu quelques jours, et j'ai reçu un message d'une jeune femme qui habitait en Belgique. Notre première conversation par message écrit était un peu difficile. Je prenais beaucoup de temps pour écrire chaque phrase. Je vérifiais chaque mot dans le dictionnaire. Je corrigeais et recorrigeais avant d'envoyer. Mais elle était très patiente. Et quand je faisais une erreur, elle me la corrigeait gentiment, sans se moquer. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Après un mois d'échanges par message, nous avons décidé d'essayer un appel vidéo. J'étais terrifiée. Vraiment terrifiée. Parce que par message, tu peux prendre ton temps. Mais à l'oral, il faut répondre immédiatement. Il faut que les mots viennent vite. Et je n'étais pas sûre du tout d'être capable de faire ça. Je me souviens que j'avais préparé une liste de sujets dont je voulais parler. Ma famille, mon travail, mes loisirs, la Russie. J'avais même préparé des phrases entières à l'avance. Et pendant les premières minutes de l'appel, j'ai récité ces phrases comme un robot. C'était horrible. Elle devait le sentir aussi. Mais ensuite, elle a posé une question à laquelle je n'avais pas préparé de réponse. Une question simple. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Et là, j'ai dû vraiment chercher les mots dans ma tête, les assembler, les prononcer en temps réel. Et j'ai répondu. Maladroitement, avec des hésitations, avec probablement des fautes, mais j'ai répondu. Et elle a souri. Et j'ai souri. À partir de ce moment, la conversation est devenue un peu plus naturelle. Ces appels vidéo sont devenus une partie essentielle de mon apprentissage. Nous nous parlions une fois par semaine pendant environ 1 heure. La moitié du temps en français, la moitié en russe. Et je progressais à chaque fois. Je remarquais que je cherchais moins les mots. Je remarquais aussi que mes phrases devenaient plus longues et que je comprenais mieux son accent belge, qui est légèrement différent de l'accent français. Pendant cette période, j'ai aussi commencé à regarder des séries françaises avec des sous-titres. D'abord avec des sous-titres en russe, parce que le français à l'oral était encore trop difficile. Puis, après quelques semaines, j'ai essayé avec des sous-titres en français. C'est beaucoup plus difficile, parce que tu essaies de lire et d'écouter en même temps. Mais c'est aussi beaucoup plus efficace, parce que tu commences à connecter l'oral et l'écrit directement. Mes premières séries françaises étaient plutôt des séries légères, avec des dialogues pas trop rapides et des situations que je pouvais deviner même sans comprendre tous les mots. J'ai appris énormément de vocabulaire de la vie quotidienne de cette façon. Les expressions informelles, les façons de commencer et de terminer une conversation, les petits mots qui font que la langue semble naturelle plutôt que traduite. Mon ami, si vous apprenez une langue étrangère et que vous ne regardez pas encore de contenu authentique dans cette langue, je vous dis vraiment de commencer aujourd'hui.
Pas dans une semaine. Pas quand vous vous sentirez prêt. Aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est qu'on ne se sent jamais vraiment prêt. Et pourtant, chaque minute d'exposition à la langue compte. Après environ 6 mois d'apprentissage, j'ai passé mon premier test de niveau. Ce n'était pas un examen officiel, juste un test en ligne que j'avais trouvé. Le résultat m'a dit que j'étais quelque part entre A2 et B1. C'est-à-dire que j'avais déjà dépassé le niveau débutant, mais j'étais encore loin d'être vraiment à l'aise. Ce résultat m'a motivé et découragé en même temps. Motivé parce que j'avais progressé plus vite que je ne le pensais. Découragé parce que je voyais combien de chemin il restait à parcourir. C'est à ce moment-là que j'ai pris une grande décision. J'allais prendre des cours particuliers avec une professeure francophone de naissance. Ce n'était pas gratuit, et avec mon salaire à l'époque, c'était un vrai sacrifice financier. Mais j'ai décidé que c'était important. Parce que j'avais l'impression d'avoir atteint une limite avec mes méthodes autodidactes. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait voir mes fautes systématiques, mes mauvaises habitudes, et me les corriger avant qu'elles ne deviennent permanentes. J'ai trouvé une professeure en ligne. Elle était française, elle habitait en France, et elle donnait des cours par Internet à des apprenants du monde entier. Notre premier cours était un cours d'évaluation. Elle me posait des questions, je répondais, et elle observait. Elle remarquait les fautes que je faisais toujours. Elle regardait ma prononciation, ma grammaire, mon vocabulaire. À la fin de ce premier cours, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, « Ton niveau oral est meilleur que ton niveau écrit, ce qui est inhabituel pour les apprenants qui apprennent seuls. D'habitude, c'est le contraire. Tu as visiblement beaucoup écouté et beaucoup pratiqué à l'oral. » C'était vrai. Et entendre ça de la bouche d'une professeure francophone de naissance, c'était une validation extraordinaire. Elle a aussi identifié mes problèmes principaux. Mon plus grand problème était le subjonctif. En français, le subjonctif est un mode verbal qui exprime le doute, l'émotion, la nécessité. Il faut que tu viennes. Je veux que tu sois là. J'ai peur qu'ils ne comprennent pas. En russe, ce concept n'existe pas de la même façon. Mon cerveau refusait de l'accepter comme naturel. Je le comprenais intellectuellement, mais je ne l'utilisais jamais spontanément dans mes conversations. Je l'évitais, en reformulant mes phrases pour ne pas avoir à l'utiliser. La professeure m'a donné des exercices spécifiques. Elle m'a fait répéter des phrases subjonctifs jusqu'à ce que ça devienne automatique. Elle m'a expliqué que le problème n'était pas de comprendre la règle, c'était de l'intégrer. Et ça demande de la répétition. Beaucoup de répétition. Mon deuxième problème était les articles. En russe, il n'y a pas d'article. Pas de le, la, les, un, une, des. On dit simplement homme ou femme sans article avant. En français, oublier l'article est une erreur très perceptible. Et même quand je n'oubliais pas l'article, j'utilisais parfois le mauvais. J'avais encore du mal à sentir intuitivement si quelque chose était défini ou indéfini dans la phrase. Avec la professeure, j'ai travaillé sur ça spécifiquement. Elle m'a donné des textes à lire à voix haute,
des textes à compléter, des phrases à formuler spontanément. Et peu à peu, l'utilisation des articles a commencé à devenir plus naturelle. Pas parfaite, mais plus naturelle. Je prenais ces cours une fois par semaine. Entre les cours, je faisais les devoirs qu'elle me donnait, et je continuais mes autres méthodes, les émissions audio, les séries, les échanges avec ma correspondante belge. Ma routine d'apprentissage était devenue très structurée. Le matin, émission audio en français pendant le café. Dans le transport, carte de mémorisation de vocabulaire sur mon téléphone. Le soir, série française ou lecture. Et une fois par semaine, le cours particulier. Je passais probablement 2 à 3 heures par jour avec la langue française. Certains jours moins, certains jours plus. Les fins de semaine, quand j'avais plus de temps libre, parfois 4 ou 5 heures. Pour quelqu'un qui avait un travail à plein temps, c'était beaucoup. Ça voulait dire moins de sorties avec des amis, moins de temps sur les réseaux sociaux, moins de séries dans ma langue maternelle. Mais je ne me sentais pas frustrée par ces sacrifices. Parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Un autre aspect de mon apprentissage qui m'a beaucoup aidé, c'était l'écriture. J'avais commencé un journal en français. Chaque soir, j'écrivais quelques paragraphes sur ma journée. Pas des textes littéraires, juste des descriptions simples. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Le temps était gris. J'ai mangé des pâtes pour le dîner. J'ai regardé un épisode de ma série préférée. Des choses comme ça. Au début, chaque phrase me prenait du temps. Je cherchais les mots, je vérifiais la grammaire. Mais après quelques semaines, c'est devenu plus fluide. Et en relisant mes anciens journaux des mois plus tard, je pouvais voir ma progression de façon très concrète. La langue devenait plus riche. Les phrases devenaient plus complexes. Les fautes diminuaient. Je montrais parfois des extraits de ce journal à ma professeure. Elle les corrigeait, et je pouvais voir exactement quelles erreurs je faisais le plus souvent. C'est une façon très efficace d'identifier ses points faibles. Il faut aussi que je vous parle d'un sujet délicat, les plateaux. Dans l'apprentissage d'une langue, un plateau, c'est cette période frustrante où vous avez l'impression de ne plus progresser du tout. Vous travaillez autant qu'avant, vous êtes aussi régulier, mais la langue ne semble pas s'améliorer. Vous faites les mêmes erreurs qu'il y a 3 mois. Vous vous retrouvez bloqué sur les mêmes structures. Et vous commencez à vous demander si vous avez atteint votre limite. Ces plateaux sont normaux. Tout le monde les vit. Et ils sont en réalité souvent des signes que votre cerveau est en train d'intégrer profondément ce qu'il a appris, avant de passer au niveau suivant. Comme une pause avant un bond en avant. Mais pendant qu'on est dans le plateau, c'est très difficile à croire. J'ai eu 2 plateaux importants pendant ces 2 ans. Le premier était vers la fin du 4e mois. Je comprenais les bases, je pouvais me débrouiller dans des conversations simples, mais je n'arrivais pas à aller plus loin. Chaque nouvelle chose semblait trop difficile. Je restais dans ma zone de confort, en répétant les structures que je connaissais déjà. La sortie de ce plateau est venue quand j'ai décidé de m'exposer à du contenu vraiment difficile pour moi à l'époque. J'ai commencé à écouter une émission de radio française, une vraie émission faite pour les francophones, pas pour les apprenants.
je comprenais peut-être 30%. Mais j'écoutais quand même. Chaque jour. Et après 2 semaines, je comprenais peut-être 40%. Et puis 50%. Et soudainement, j'avais l'impression d'avoir franchi un mur. Le deuxième plateau était vers la fin de la première année, après avoir passé mon examen avec un bon résultat. Paradoxalement, cette réussite avait un peu diminué ma motivation. J'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé, et je ne savais plus très bien vers quoi me diriger. Pendant quelques semaines, mon apprentissage était devenu très irrégulier. Ce qui m'a sauvé cette fois, c'est un nouvel objectif. Pas un examen, mais quelque chose de plus personnel. J'ai décidé d'écrire une courte histoire en français. Juste pour moi. Quelques pages, avec des personnages, une situation, un début et une fin. Et la préparation de ce projet m'a forcé à chercher du vocabulaire nouveau, des structures narratives, des façons d'exprimer le temps et la chronologie. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour sortir du plateau. Les objectifs sont très importants dans l'apprentissage. Pas seulement l'objectif final, qui peut sembler très lointain au début, mais des objectifs intermédiaires. Des petites victoires régulières qui montrent que vous avancez. Terminer un livre en français. Comprendre un film entier sans sous-titres. Avoir une conversation de 20 minutes sans utiliser votre langue maternelle une seule fois. Écrire une lettre ou un courriel en français à quelqu'un. Ces objectifs concrets vous donnent de la direction et de la satisfaction. Mon ami, je veux vous parler d'une chose qui est souvent sous-estimée dans l'apprentissage des langues, la motivation. Pas la motivation du premier jour, quand tout est excitant et nouveau. Non, je parle de la motivation des jours ordinaires. Les jours où tu te sens fatigué. Les jours où tu as l'impression de ne pas progresser. Les jours où tu oublies des mots que tu pensais avoir appris. Ces jours-là sont les plus difficiles, et ce sont aussi les plus importants. Parce que tout le monde peut apprendre quand c'est facile et amusant. Le vrai apprentissage se passe dans ces moments de doute et de découragement. Et ce qui aide à traverser ces moments, c'est d'avoir une raison profonde d'apprendre la langue. Une raison qui va au-delà de c'est une belle langue ou ça peut être utile pour le travail. Une raison personnelle, émotionnelle. Ma raison, c'était un rêve. Depuis que j'étais enfant, j'avais une image dans ma tête. Une image floue, comme une photo un peu ancienne. Une grande ville avec des immeubles anciens, des cafés avec des terrasses, des marchés avec des fleurs et des légumes colorés. Je n'avais jamais associé cette image à un endroit précis. Mais quand j'ai commencé à regarder des vidéos françaises, j'ai compris, c'était cette image. Pas un endroit spécifique, mais une atmosphère. Et cette atmosphère parlait français. Ce rêve m'a maintenu dans les moments difficiles. Quand j'avais envie d'abandonner, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Et ça suffisait pour continuer encore un peu. Autour de 8 mois d'apprentissage, j'ai vécu une expérience qui a changé ma confiance en moi de façon radicale. Dans mon travail, nous avions reçu un client qui venait de Suisse. Il parlait français comme langue principale. Mon chef, qui savait que j'apprenais le français, m'a demandé d'essayer de communiquer avec ce client en français pour quelques minutes,
juste pour créer une atmosphère agréable au début de la réunion. J'étais paniquée. Je me suis dit que j'allais faire des fautes devant tout le monde, que le client n'allait pas comprendre, que ça allait être gênant. Mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai respiré profondément, et j'ai dit bonjour, je suis très contente de vous rencontrer. Bienvenue. Et il a répondu. Et j'ai compris sa réponse. Et je lui ai répondu à mon tour. Et pendant 5 minutes environ, nous avons eu une petite conversation en français. Ce n'était pas parfait. Je cherchais parfois mes mots. J'ai fait au moins une faute de genre. Mais ça fonctionnait. La communication fonctionnait. Le client souriait. Et à la fin, il m'a dit en français, avec son accent suisse très doux, que mon français était très bon pour quelqu'un qui apprend la langue. Et j'ai failli pleurer là, devant tout le monde. Après cette expérience, quelque chose a changé dans ma façon d'apprendre. Avant, j'avais toujours une voix dans ma tête qui disait « Tu n'es pas encore prête pour parler à un vrai francophone ». Mais maintenant j'avais la preuve que c'était possible. Que même avec des imperfections, la communication fonctionnait. Et cette voix critique dans ma tête est devenue un peu plus silencieuse. J'ai commencé à chercher plus d'occasions de parler français dans ma vie réelle. J'ai rejoint un groupe en ligne de personnes qui apprenaient le français et qui organisaient des conversations régulières. Des gens de différents pays, tous à des niveaux différents, qui se retrouvaient en ligne pour pratiquer. C'était parfois difficile de comprendre les accents différents. Parce que le français d'une personne brésilienne sonne différemment du français d'une personne japonaise ou marocaine. Mais c'était aussi très enrichissant. Et surtout, c'était dans une atmosphère sans pression. Tout le monde comprenait que tout le monde apprenait. À 1 an d'apprentissage, j'ai passé un examen officiel. Un examen de niveau reconnu internationalement. Je me suis préparée pendant plusieurs semaines. Je savais que les examens officiels ont leurs propres exigences. Pas seulement parler et comprendre, mais aussi écrire des textes dans des formats spécifiques, comprendre des enregistrements de différents niveaux, répondre à des questions de compréhension écrite. Le jour de l'examen, j'étais nerveuse comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Il y avait 4 parties. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression écrite et l'expression orale. La partie orale était en dernier. J'attendais dans un couloir avec d'autres candidats, et j'entendais ma propre respiration. Quand je suis entrée dans la salle pour la partie orale, il y avait 2 examinateurs. Une femme et un homme. Ils étaient professionnels, pas particulièrement souriants, mais pas désagréables non plus. J'ai dû présenter un sujet, puis répondre à des questions, puis participer à un dialogue simulé. J'avais préparé plusieurs sujets possibles, et heureusement, j'ai eu un sujet que je connaissais bien. Quelques semaines plus tard, les résultats sont arrivés. J'avais réussi. Le niveau B2. Pas B1, mais B2. Un niveau au-dessus de ce que j'espérais. J'ai relu la lettre 3 fois pour être sûre que je ne rêvais pas. Ce résultat m'a donné un élan extraordinaire pour continuer. Mais il m'a aussi montré que l'apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Parce que même avec un niveau B2,
il y avait encore tant de choses que je ne comprenais pas. Des expressions idiomatiques, des niveaux de langue très familiers ou au contraire très formels, des références culturelles. La langue est infiniment vaste. Et je commençais seulement à en explorer les profondeurs. La deuxième année a été très différente de la première. Dans la première année, j'apprenais la structure de base. Je construisais les fondations. Dans la deuxième année, je commençais à personnaliser. À choisir les parties de la langue qui m'intéressaient le plus. À explorer la culture francophone plus en profondeur. J'ai commencé à lire des livres en français. Pas des livres simplifiés pour apprenants, mais de vrais livres. Comme ceux que les gens lisent pour le plaisir. Naturellement, j'ai choisi des livres qui ne semblaient pas trop difficiles au départ. Des romans contemporains avec un style simple et direct. Je lisais lentement, avec un dictionnaire à portée de main. Je soulignais les mots nouveaux. Je notais les expressions que je trouvais belles ou intéressantes. Ma première vraie lecture complète a été un roman policier français. Ce n'était pas parfait, je ne comprenais pas chaque mot. Mais je comprenais l'histoire. Je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite. Et cette envie de continuer à lire, c'était la meilleure motivation possible. J'ai aussi commencé à m'intéresser plus sérieusement à la culture francophone. Pas seulement la culture française, mais aussi la culture belge, québécoise, africaine francophone, antillaise. Parce que le français n'est pas une seule culture. C'est un ensemble de cultures, reliées par la langue mais distinctes dans leurs expressions, leurs références, leur histoire. J'ai découvert des musiciens que j'adorais. Des cinéastes dont les films me touchaient profondément. Des écrivains dont les mots semblaient faits pour moi. Et chaque fois que je découvrais quelque chose de nouveau dans la culture francophone, j'avais envie d'en parler, d'en discuter, de partager. Ce besoin de communication était lui-même un moteur d'apprentissage. Mon ami, je veux maintenant vous parler des erreurs que j'ai faites pendant ces 2 ans. Parce que je pense qu'il est aussi important de parler des mauvaises décisions que des bonnes. Ma première grande erreur était de trop me concentrer sur la grammaire au début. Je passais des heures à mémoriser des règles, à faire des exercices de conjugaison. Et c'est utile, bien sûr. Mais j'aurais dû commencer à parler beaucoup plus tôt. Parce que la grammaire s'apprend aussi par l'usage. Quand vous parlez, vous faites des erreurs. Et quand on vous corrige, vous retenez mieux que si vous lisiez la règle dans un livre. Ma deuxième erreur était de ne pas écouter assez les Français parler entre eux dans des contextes informels. Parce que le français des cours et des manuels est assez différent du français de la vie réelle. Dans les manuels, les gens disent « je ne sais pas ». Dans la vie réelle, beaucoup de gens disent juste « je sais pas », en supprimant le nœud de la négation. Dans les manuels, on dit « nous allons ». Dans la vie réelle, les Français utilisent beaucoup plus souvent « on va ». Ces différences semblent petites, mais elles sont importantes pour comprendre les conversations naturelles. Ma troisième erreur était de comparer ma progression à celle des autres. J'avais des amis qui apprenaient des langues aussi, et parfois je voyais qu'ils progressaient plus vite que moi dans certains domaines. Et je me décourageais. Mais chaque personne apprend différemment. Chaque cerveau fonctionne différemment.
Et comparer sa progression à celle de quelqu'un d'autre ne sert à rien, parce qu'on ne connaît pas les heures de travail de l'autre, ses points de départ, ses méthodes. La quatrième erreur était d'avoir des périodes où j'abandonnais complètement l'apprentissage. Parfois, la vie devenait trop chargée, ou je me sentais trop fatiguée, et je n'ouvrais pas mes ressources françaises pendant une semaine entière. Et à chaque fois, je remarquais que quelque chose se perdait. Pas tout, heureusement. Mais il y avait comme une rouille sur la langue. Il fallait plusieurs jours pour retrouver le même niveau de fluidité. La régularité est absolument essentielle dans l'apprentissage des langues. Même 15 minutes par jour valent mieux qu'une longue session une fois par semaine. Il y avait aussi des aspects de l'apprentissage qui étaient particulièrement difficiles pour moi en tant que russophone. Le rythme de la langue, par exemple. Le russe est une langue avec un rythme très différent. Les syllabes accentuées et non accentuées créent un rythme particulier. En français, l'accent est généralement sur la dernière syllabe du groupe de mots, ce qui donne un rythme différent. Et adopter ce nouveau rythme, l'avoir naturellement dans sa bouche et son oreille, prenait du temps. La notion de l'élision était aussi difficile. En français, quand un mot se termine par une voyelle et que le mot suivant commence par une voyelle, on supprime la voyelle finale du premier mot. J'aime devient j'aime. Le enfant devient l'enfant. Ce phénomène existe aussi à l'oral avec la liaison, comme je vous en ai parlé plus tôt. Tout cela demandait un travail de réhabituation de ma bouche et de mon oreille. Un moment particulièrement frustrant dans ma deuxième année d'apprentissage a été quand j'ai réalisé que je comprenais presque parfaitement le français standard, le français de la radio ou des films bien articulés, mais que je galérais encore avec certains accents régionaux ou certains registres très familiers. J'avais une conversation avec quelqu'un qui venait du sud de la France, et son accent était tellement différent de ce que j'avais entendu jusque-là que j'avais du mal à suivre. C'était décourageant, parce que j'avais l'impression d'avoir reculé alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était juste un nouveau défi, une nouvelle dimension de la langue. J'ai commencé à chercher activement des contenus avec différents accents. Des vidéos de gens qui viennent de différentes régions de France, de Belgique, du Québec, du Sénégal. Et peu à peu, mon oreille s'est adaptée. Aujourd'hui, je comprends encore mieux certains accents que d'autres, mais je ne suis plus bloquée par l'accent comme je l'étais. Vers la fin de ma deuxième année, j'ai eu l'occasion de voyager. Pour la première fois de ma vie, je suis allée dans un pays francophone. C'était pour moi l'expérience la plus intense de tout mon apprentissage. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, j'entendais du français partout. Sur les panneaux, dans les annonces, dans les conversations autour de moi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je comprenais. Pas tout, mais la plupart. Je n'avais pas besoin de chercher des traductions. Les mots arrivaient directement dans ma tête et prenaient du sens. C'était une sensation que je ne peux pas facilement décrire. Comme si une partie de moi que j'avais construite pendant 2 ans devenait soudainement réelle, concrète, vivante. Le premier moment vraiment mémorable a été au café, le premier matin. J'ai commandé mon café en français. La serveuse m'a demandé si je voulais quelque chose à manger. Je lui ai répondu. Elle m'a posé une autre question. J'ai répondu encore. Aucune pause, aucun moment gênant, aucun retour à l'anglais.
Une vraie conversation normale dans un café, en français. Quand je suis sortie de ce café, j'avais un sourire que je n'arrivais pas à effacer. Parce que cette conversation ordinaire, que n'importe quel francophone aurait en 10 secondes sans y penser, était pour moi l'aboutissement de 2 ans de travail. Le résultat de toutes ces heures d'émissions audio, de cartes de mémorisation, de grammaire, de cours particuliers, d'appels vidéo, de journaux écrits. Tout ça pour ce moment simple et magnifique. Pendant ce voyage, j'ai parlé français tous les jours. Avec des inconnus dans la rue. Avec des vendeurs dans les marchés. Avec des gens dans les musées. Et j'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, les gens étaient généralement très gentils quand ils réalisaient que je n'étais pas francophone de naissance. Beaucoup complimentaient mon français, ce qui me donnait de la confiance. Mais surtout, ils ne changeaient pas automatiquement vers l'anglais. Ils essayaient de parler plus clairement, de choisir des mots plus simples si nécessaire, mais ils restaient en français. Et ça, c'était ce que je voulais. Deuxièmement, j'ai réalisé que ma compréhension à l'oral était encore meilleure que je le pensais. Dans des situations où je pouvais voir la personne, lire ses expressions et son langage corporel, je comprenais encore mieux que juste à l'oreille. La communication humaine n'est pas seulement les mots. C'est aussi le corps, le regard, les gestes. Troisièmement, j'ai découvert des lacunes dans mon vocabulaire que je n'aurais pas trouvées autrement. Des mots très pratiques, très quotidiens, que je ne connaissais pas parce qu'ils n'apparaissaient pas dans les ressources que j'utilisais. Le nom d'un objet dans une cuisine. Le mot exact pour un type particulier de tissu dans un magasin. Des termes spécifiques pour des choses spécifiques. Ce sont ces petits manques qui rappellent qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai continué à apprendre, mais avec une intention différente. Avant le voyage, j'apprenais pour atteindre un niveau. Après le voyage, j'apprenais parce que la langue était devenue une partie de ma vie. Parce que j'avais des raisons concrètes d'utiliser le français. Parce que j'avais des amis francophones, des lectures en français que j'aimais, des musiques en français que j'écoutais régulièrement. Le français n'était plus un projet d'apprentissage. C'était une langue que je parlais. Je veux maintenant vous donner les conseils les plus importants que j'ai appris pendant ces 2 ans. Pas des conseils théoriques que vous pouvez trouver partout sur Internet, mais des choses que j'ai vraiment vécues et que j'aurais voulu savoir dès le début. Le premier conseil est de traiter l'apprentissage comme un style de vie, pas comme une tâche. Si vous pensez à l'apprentissage du français comme à quelque chose que vous devez faire, vous allez vite vous épuiser. Mais si vous l'intégrez naturellement dans votre journée, si vous trouvez des façons d'en profiter plutôt que de le subir, c'est complètement différent. Choisissez des émissions audio sur des sujets qui vous passionnent. Regardez des séries qui vous amusent vraiment. Lisez des livres sur des thèmes que vous aimez. La langue doit être un plaisir, pas une corvée. Le deuxième conseil est de parler dès le début. Vraiment dès le début. Je sais que c'est effrayant. Je sais que vous avez peur de faire des fautes. Mais les fautes sont normales. Les fautes sont nécessaires. Elles font partie du processus. Et plus vous attendez pour parler, plus la peur grandit. Alors commencez à parler, même avec 10 mots de vocabulaire.
trouvez un correspondant, rejoignez un groupe de conversation, parlez à voix haute tout seul chez vous si nécessaire. Mais parlez. Le troisième conseil est d'utiliser les sous-titres intelligemment. Il y a une progression naturelle. D'abord, regardez avec des sous-titres dans votre langue maternelle. Ensuite, avec des sous-titres en français. Ensuite, sans sous-titres pour les contenus que vous avez déjà regardés avec des sous-titres. Et finalement, sans sous-titres du tout pour les nouveaux contenus. Cette progression prend du temps, mais elle vous emmène vers une compréhension véritablement autonome. Le quatrième conseil est de noter les expressions dans leur contexte, pas les mots isolés. Quand vous apprenez un nouveau mot, n'écrivez pas seulement le mot et sa traduction. Écrivez la phrase entière dans laquelle vous l'avez trouvé. Parce que les mots ont du sens dans un contexte. Et apprendre une phrase entière vous donne en même temps le sens du mot, sa prononciation, et un exemple de son utilisation. Le cinquième conseil est de ne pas ignorer la phonétique. Le français a des sons particuliers qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Et si vous ne travaillez pas spécifiquement sur ces sons dès le début, vous allez développer de mauvaises habitudes de prononciation qui seront très difficiles à corriger plus tard. Écoutez attentivement. Répétez. Enregistrez-vous et comparez-vous à un locuteur natif. Travaillez les sons qui vous posent problème. Le sixième conseil, et peut-être le plus important, est d'accepter l'ambiguïté. Dans l'apprentissage d'une langue, vous allez souvent vous trouver dans des situations où vous ne comprenez pas tout. Un mot dans une phrase, une référence culturelle, un sens implicite. Et c'est tentant de s'arrêter, de chercher chaque chose, de tout vouloir comprendre avant de continuer. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend réellement. On apprend aussi à deviner, à inférer, à comprendre à partir du contexte. Accepter de ne pas tout comprendre. Continuez quand même. Le sens vient souvent avec le temps. Il y a une question qu'on me pose souvent, est-ce que le russe aide ou nuit à l'apprentissage du français? Et c'est une question intéressante. Pour certaines choses, le russe aide. Nous avons des cas grammaticaux, une habitude des déclinaisons, une certaine flexibilité avec l'ordre des mots dans la phrase. Ça prépare d'une certaine façon à l'idée que la grammaire peut être complexe et que les mots peuvent changer de forme. Mais pour d'autres choses, le russe rend l'apprentissage du français plus difficile. L'alphabet est différent, mais ça s'est vite appris. La vraie difficulté est dans des structures qui n'existent pas en russe et qui sont difficiles à intégrer intuitivement. Les articles, comme je l'ai dit. Le subjonctif. L'utilisation du temps du passé, parce qu'en français, on distingue l'imparfait et le passé composé d'une façon qui n'a pas d'équivalent exact en russe. On doit comprendre la différence entre une habitude dans le passé et une action achevée dans le passé, et l'exprimer avec deux temps différents. Mais honnêtement, ces difficultés ne sont pas propres aux russophones. Les anglophones ont aussi leurs propres difficultés avec le français. Les arabophones ont les leurs. Chaque langue de départ crée des avantages et des obstacles spécifiques. Ce qui compte, c'est de connaître ses propres obstacles et de travailler spécifiquement sur eux. Mon ami, je veux aussi vous parler de quelque chose que personne ne dit assez dans les vidéos d'apprentissage de langue, l'identité.
Quand on apprend une nouvelle langue, on ne devient pas seulement une version de soi-même qui parle une autre langue. On change vraiment. On développe une nouvelle partie de sa personnalité. J'ai remarqué que je suis légèrement différente en français qu'en russe. En russe, je suis peut-être plus directe, plus familière. En français, je choisis mes mots avec plus de soin, je prends un peu plus de distance dans la formulation. Ce n'est pas parce que je joue un rôle. C'est parce que chaque langue porte avec elle une culture, une façon de concevoir les relations entre les personnes, une façon d'organiser les idées. Et quand on parle cette langue, on entre dans cet univers. Et ça, je trouve ça magnifique. Apprendre une langue, c'est un peu comme voyager à l'intérieur. Vous découvrez des façons de penser que vous n'aviez pas avant. Des façons d'exprimer des émotions ou des idées qui n'avaient pas d'équivalent dans votre langue maternelle. Et ces nouvelles façons d'être restent avec vous, même quand vous revenez à votre langue maternelle. Je pense parfois en français maintenant. Pas toujours, pas sur les sujets les plus complexes. Mais parfois, une pensée arrive directement en français, sans passer par le russe. Et chaque fois que ça se passe, c'est comme un cadeau inattendu. Comme si la langue était vraiment devenue une partie de moi. Si je regarde en arrière et que je compte les heures, les 2 années d'apprentissage représentent probablement entre 800 et 1000 heures de travail actif. Ce n'est pas rien. C'est un investissement énorme. Mais si je compare cet investissement à ce que j'ai reçu en retour, ce n'est pas comparable. J'ai reçu une nouvelle langue, un accès à toute une littérature, à un cinéma, à une musique, et des amis dans différents pays. Une confiance en moi dans d'autres domaines de ma vie aussi. Et ce sentiment, difficile à exprimer, de s'être dépassé soi-même. Parce qu'au fond, apprendre une langue étrangère comme adulte, c'est prouver à soi-même qu'on peut faire des choses difficiles. Que le cerveau adulte n'est pas aussi rigide qu'on le dit parfois. Que la volonté et la régularité peuvent accomplir des choses remarquables. Et cette confiance acquise, elle déborde vers d'autres aspects de la vie. Quand j'ai réussi à apprendre le français, j'ai commencé à croire que je pouvais aussi accomplir d'autres choses que je pensais hors de ma portée. Aujourd'hui, 2 ans après avoir écrit ces premiers mots dans mon cahier, je vous parle. En français. Avec des imperfections, certainement. Avec des moments où je cherche mes mots, des tournures qui ne sont peut-être pas parfaitement naturelles. Mais la communication est là. La connexion est là. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, peut-être que vous aussi vous êtes au début de quelque chose. Peut-être que vous venez de commencer à apprendre le français. Peut-être que vous y pensez depuis longtemps mais vous n'avez pas encore osé. Peut-être que vous apprenez depuis un moment et vous vous sentez découragé. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Vraiment. Pas seulement pour des gens qui ont un don particulier pour les langues. Pour des gens ordinaires, comme moi, qui ont décidé un soir devant leur ordinateur que quelque chose allait changer. Qui ont été constants, même dans les moments difficiles. Qui ont accepté de se sentir maladroits, de faire des fautes, de ne pas tout comprendre. La langue vous attend. Elle est là, avec toute sa beauté et toute sa complexité. Avec ses sons particuliers et ses règles parfois illogiques.
avec ses expressions poétiques et ses blagues incompréhensibles. Avec ses films, ses livres, ses chansons. Avec les personnes magnifiques que vous allez rencontrer grâce à elle. Tout ce qu'il faut, c'est commencer. Et continuer. Et recommencer quand vous vous arrêtez. Et continuer encore. Mon ami, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Ça représente beaucoup pour moi de partager cette histoire. Si quelque chose de ce que j'ai dit vous a touché ou vous a été utile, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de m'écrire d'où vous regardez cette vidéo. Je lis tous les commentaires, vraiment tous. Et à la prochaine vidéo, en français. Je voulais aussi vous parler d'une chose très pratique que j'ai découverte assez tard dans mon apprentissage, et que j'aurais voulu utiliser beaucoup plus tôt. C'est l'apprentissage par répétition espacée. Le principe est simple. Au lieu de réviser tous vos mots de vocabulaire chaque jour, vous les révisez à des intervalles qui augmentent progressivement. Un mot que vous venez d'apprendre, vous le révisez le lendemain. Si vous vous en souvenez, vous le révisez dans 3 jours. Si vous vous en souvenez encore, dans 1 semaine. Puis dans 2 semaines. Puis dans 1 mois. Le cerveau retient beaucoup mieux les informations quand elles sont révisées juste avant qu'on les oublie. C'est basé sur la science de la mémoire, et c'est vraiment efficace. Il existe des applications spécialement conçues pour ça. J'en utilisais une pour mon vocabulaire français. Je créais mes propres cartes avec les mots et les expressions que je rencontrais dans mes lectures, mes émissions audio, mes séries. Et l'application me rappelait de les réviser au bon moment. Au début, je créais beaucoup de cartes. Trop, peut-être. Je voulais tout retenir. Mais j'ai appris qu'il vaut mieux avoir moins de cartes et vraiment bien les maîtriser, plutôt qu'une collection énorme de mots que vous reconnaissez vaguement mais que vous ne pouvez pas utiliser spontanément. La qualité de l'apprentissage vaut plus que la quantité. J'ai aussi appris à distinguer le vocabulaire actif du vocabulaire passif. Le vocabulaire passif, c'est ce que vous comprenez quand vous l'entendez ou le lisez. Le vocabulaire actif, c'est ce que vous pouvez utiliser spontanément quand vous parlez ou écrivez. Le vocabulaire passif est toujours beaucoup plus grand que le vocabulaire actif, et c'est normal. Mais pour vraiment progresser à l'oral, il faut travailler activement à transformer le vocabulaire passif en vocabulaire actif. Et ça se fait par la pratique, pas par la lecture seule. Une technique que j'aimais beaucoup était de prendre un mot ou une expression nouvelle et de l'utiliser dans 5 phrases différentes, à voix haute, tout de suite après l'avoir apprise. 5 phrases dans 5 contextes différents. Ça m'aidait à ancrer le mot dans ma mémoire de façon beaucoup plus solide qu'une simple répétition. Une autre chose que je veux mentionner, c'est l'importance de le contenu compréhensible. C'est un concept développé par un linguiste, et l'idée centrale est que vous apprenez une langue quand vous êtes exposé à du contenu qui est légèrement au-dessus de votre niveau actuel. Pas trop facile, sinon vous n'apprenez rien de nouveau. Pas trop difficile, sinon vous n'arrivez pas à comprendre et vous perdez le fil. Juste un peu plus difficile que ce que vous maîtrisez déjà. Cette idée a changé la façon dont je choisissais mes ressources. Au lieu de chercher du contenu que je comprenais à 100%, j'essayais de trouver du contenu que je comprenais à environ 80%.
Les 20% que je ne comprenais pas représentaient ce que j'allais apprendre. Et cette zone d'inconfort confortable, si j'ose dire, c'est là que se passe la vraie progression. Je veux aussi vous parler de quelque chose que les guides d'apprentissage mentionnent rarement, la fatigue de la langue. C'est une sensation très réelle que vous allez probablement connaître si vous ne la connaissez pas déjà. C'est ce moment où vous avez parlé ou écouté une langue étrangère pendant longtemps, et votre cerveau commence à se fatiguer. Vous faites plus d'erreurs. Vous comprenez moins bien. Vous cherchez les mots plus longtemps. Et vous vous sentez épuisé d'une façon difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Cette fatigue est normale et elle est physique. Parler une langue étrangère demande un effort cognitif beaucoup plus grand que parler sa langue maternelle. Votre cerveau travaille en permanence. Il écoute, il traite, il cherche, il formule, il surveille. C'est épuisant. Et si vous ignorez cette fatigue, si vous continuez à vous pousser quand vous êtes déjà à plat, vous risquez de créer une association négative avec la langue. Vous allez commencer à l'éviter inconsciemment parce que votre cerveau l'associe à l'effort douloureux. La solution est simple, apprenez à reconnaître vos limites du moment. Si vous êtes trop fatigué, faites une pause. Une vraie pause. Pas une courte pause avant de revenir sur l'application. Une vraie pause pendant laquelle vous ne pensez pas au français. Et revenez le lendemain avec un cerveau reposé. Ce que j'ai aussi appris, c'est qu'il vaut mieux avoir des sessions d'apprentissage courtes et régulières plutôt que de longues sessions épuisantes. 30 minutes de travail concentré valent souvent plus que 2 heures d'attention dispersée. La qualité de présence que vous apportez à votre apprentissage compte autant que la quantité de temps passé. Permettez-moi aussi de vous parler de la dimension émotionnelle de l'apprentissage d'une langue. Parce que c'est quelque chose qu'on aborde rarement, et pourtant c'est fondamental. Apprendre une langue, c'est se mettre dans une position vulnérable. Vous vous exprimez dans une langue que vous ne maîtrisez pas complètement. Vous faites des erreurs devant des gens. Parfois vous vous sentez stupide, parce que vous êtes incapable d'exprimer une idée complexe que vous formuleriez parfaitement dans votre langue maternelle. Cette vulnérabilité peut être très difficile à gérer, surtout pour les adultes. Les enfants apprennent les langues sans cette peur du jugement. Ils disent des choses incorrectes, les gens les corrigent, et ils continuent. Mais les adultes ont souvent un ego à protéger. On veut paraître compétent, intelligent, articulé. Et parler une langue étrangère remet en question cette image. Moi, j'ai traversé des moments de vraie honte. Des moments où j'avais dit quelque chose d'incorrect et j'avais vu l'incompréhension sur le visage de mon interlocuteur. Des moments où j'avais cherché mes mots si longtemps que la conversation avait continué sans moi. Des moments où j'avais confondu deux mots qui sonnent pareils mais en des sens complètement différents, et où j'avais dit quelque chose d'absurde. Et j'ai appris à traiter ces moments non pas comme des preuves de mon incompétence, mais comme des données. Des informations sur ce que je devais encore travailler. L'embarras peut être un excellent professeur si on lui permet de l'être. Si on ne le laisse pas simplement nous faire reculer dans le silence. Il y a une phrase que ma professeure m'a dite un jour, et je m'en souviens très bien. Elle m'a dit, le perfectionnisme est l'ennemi de l'apprenante. Elle avait remarqué que je m'arrêtais souvent en plein milieu d'une phrase parce que je n'étais pas sûre du mot exact, et que je recommençais,
ou que je choisissais une formulation plus simple pour éviter l'incertitude. Elle m'a dit d'arrêter ça. De finir mes phrases même si elles n'étaient pas parfaites. Parce que la fluidité se développe par la pratique continue, pas par la recherche constante de la perfection. Ce conseil a transformé ma façon de parler français. J'ai commencé à accepter que mes phrases soient parfois imparfaites. Et paradoxalement, en acceptant cette imperfection, mes phrases sont devenues moins imparfaites. Parce que je parlais plus, je pratiquais plus, et la langue devenait plus naturelle. Mon ami, je voudrais aussi vous parler de la musique comme outil d'apprentissage. Pas seulement écouter de la musique française, mais vraiment l'utiliser activement. Voici ce que je faisais. Je choisissais une chanson que j'aimais vraiment. Je cherchais les paroles. Je les lisais en suivant la musique. Je cherchais les mots que je ne connaissais pas. Je répétais les phrases en les chantant, même si je chante très mal, ce qui est vrai. La musique a quelque chose de particulier pour la mémoire. Quand les mots sont mis en musique, le cerveau les retient différemment. Plus profondément. J'ai des expressions et des tournures de phrases que je connais presque uniquement à travers des chansons. Elles sont ancrées dans ma mémoire avec la mélodie, et elles ressortent plus facilement dans les conversations. Et il y a quelque chose de très agréable dans cette méthode. Parce qu'écouter de la musique n'est pas une tâche scolaire. C'est un plaisir. Et quand on apprend quelque chose à travers le plaisir, on le retient beaucoup mieux. J'ai aussi utilisé des films que j'avais déjà vus dans une autre langue, et que je regardais ensuite en version française. L'avantage, c'est que je connaissais déjà l'histoire, les personnages, les dialogues. Alors je pouvais me concentrer entièrement sur la langue française sans me perdre dans l'intrigue. Je pouvais remarquer comment les expressions étaient traduites, comment les blagues fonctionnaient différemment, comment les émotions étaient exprimées. C'est une façon très intelligente d'utiliser du contenu que vous connaissez déjà. Il y a aussi une méthode que j'ai découverte vers la fin de ma première année, qu'on appelle parfois la répétition simultanée. Le principe est de répéter exactement ce qu'on entend, en même temps que l'enregistrement, comme une ombre. On suit le locuteur natif syllabe par syllabe, en essayant d'imiter non seulement les mots, mais le rythme, l'intonation, la vitesse. C'est difficile au début. Très difficile. Vous avez l'impression de mâcher des mots que vous ne comprenez pas toujours. Mais c'est extrêmement efficace pour la prononciation et pour développer la fluidité. Je faisais de la répétition simultanée avec des émissions audio ralenties au début, puis à vitesse normale. 5 à 10 minutes par jour suffisent. Ce n'est pas une activité agréable, je vais être honnête. C'est fatigant mentalement. Mais les résultats sur la prononciation sont remarquables. Je voulais aussi vous parler de la relation entre la lecture et l'écriture dans mon apprentissage. Parce que je pense que souvent, les gens séparent ces deux compétences, alors qu'elles sont profondément liées. Lire beaucoup en français a considérablement amélioré mon écriture en français. Parce que la lecture vous expose aux structures de phrases, aux façons d'organiser les idées, aux transitions entre les paragraphes. Vous absorbez tous ces schémas sans vous en rendre compte, et ils ressortent quand vous écrivez. Et écrire a amélioré ma lecture, aussi. Parce qu'en écrivant, je prenais conscience des choix que les auteurs font.
Pourquoi cette structure plutôt qu'une autre? Pourquoi ce mot plutôt qu'un synonyme? Et cette conscience rendait ma lecture plus active, plus attentive. Mon journal en français, que j'ai mentionné plus tôt, est devenu avec le temps beaucoup plus qu'un simple exercice de langue. C'est devenu un espace où je pensais vraiment en français, où j'explorais des idées en français, où j'exprimais des émotions en français. Et cette dimension profonde de l'utilisation de la langue, je pense que c'est celle qui a le plus contribué à rendre le français une partie intégrante de ma vie. Vers le milieu de la 2e année, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la langue française elle-même. Comment est-elle née? Comment a-t-elle évolué? Pourquoi est-elle parlée dans tant de pays différents sur tous les continents? Et cette exploration historique et culturelle a ajouté une nouvelle dimension à mon apprentissage. Ce n'était plus seulement une question de grammaire et de vocabulaire. C'était une question d'histoire humaine, de colonisation, de résistance, d'identité, de politique linguistique. J'ai découvert par exemple que le français a lui-même intégré des milliers de mots d'autres langues au fil des siècles. Des mots arabes, des mots africains, des mots anglais plus récents. Et que le français parlé en Afrique ou aux Antilles a ses propres richesses, ses propres expressions, sa propre créativité qui enrichit constamment la langue. Cette pluralité du français, cette diversité, c'est quelque chose que je trouvais et que je trouve toujours absolument fascinant. Mon ami, si je devais résumer tout ce que j'ai appris pendant ces 2 ans en une seule idée, ce serait celle-ci. L'apprentissage d'une langue est un acte de foi. Vous investissez du temps, de l'énergie, de l'émotion dans quelque chose dont vous ne verrez pas les résultats immédiatement. Les progrès sont souvent invisibles au quotidien. C'est seulement quand vous regardez en arrière, des semaines ou des mois plus tard, que vous voyez combien vous avez avancé. Cette foi dans le processus, même quand les résultats ne sont pas visibles, c'est ce qui sépare les gens qui réussissent à apprendre une langue de ceux qui abandonnent. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas l'intelligence. C'est la foi et la constance. Et je crois profondément que tout le monde qui veut vraiment apprendre le français peut y arriver. Peu importe votre âge. Peu importe votre niveau d'éducation. Peu importe votre langue maternelle. Si vous avez une vraie raison d'apprendre, si vous êtes prêt à accepter le processus avec toutes ses difficultés, et si vous êtes régulier dans vos efforts, vous allez réussir. 2 ans. 1000 heures peut-être, peut-être un peu plus. Et maintenant je vis dans 2 langues. Je pense dans 2 langues. Je rêve parfois en français. Et ce 2e univers linguistique qui s'est ouvert pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais pu me faire. Si cette vidéo vous a donné envie de commencer ou de continuer votre apprentissage du français, alors elle a atteint son but. Et si vous avez des questions sur n'importe quel aspect de ce que j'ai partagé aujourd'hui, posez-les dans les commentaires. Je réponds autant que possible. Écrivez aussi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez. Ça me touche vraiment de savoir que cette langue peut connecter des personnes de partout dans le monde. Des pays dont je n'aurais jamais imaginé entendre parler. Et c'est ça aussi, la magie des langues. À bientôt, mon ami.